12 heures dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, c'est l'heure de la grande édition au sommaire. Risque de nouveaux affrontements à Saint-Louis, un important dispositif sécuritaire mis en place par la police. Le pont Moustapha Malick Gueye complètement fermé à la circulation. Les pêcheurs de Guet-Ndar ont manifesté hier pour dénoncer le retard noté dans le renouvellement des licences de pêche. Le constat avec notre correspondant à Saint-Louis, Yves Tendeng, dès le début de ce journal. Sit-in ce matin des travailleurs du Centre national de recherche agronomique de Bambey. Ils dénoncent la hausse de 300% sur l'électricité, décision injuste et inéquitable selon les agents qui fustigent l'attitude des autorités qui refusent de tenir des concertations pouvant aboutir à un prix consensuel. Situation des Sénégalais établis en Chine. Le secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé rassure aucun Sénégalais résident en Chine n'est affecté par le coronavirus. Les étudiants de Wuhan ne sont victimes d'aucun traitement discriminatoire et bénéficie d'un suivi médical au quotidien. Moïse Sarr, sa réaction à suivre dans cette édition d'information. Et puis retenez que le collectif des parents des étudiants sénégalais établis en Wuhan, épicentre de l'épidémie coronavirus, a fait face à la presse ce matin. Sur l'international Burkina Faso, le patron du HCR au chevet des déplacés internes à Kaya et Dori. La page sport sera l'affaire de El Hadji Malick Ndiaye. La revue de la presse de Adjanday Mariam Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour. Bonjour également à vous, Yves Tendeng. Yves Tendeng, bonjour. Bonjour Babacar Samb. Voilà, on parle de risque de nouveaux affrontements à Saint-Louis, un important dispositif sécuritaire mis en place par la police. Le pont Moustapha Malick Gueye complètement fermé à la circulation. Effectivement, Babacar Samb, vous l'avez dit, c'est un important dispositif sécuritaire qui a été mis en place ce matin par les éléments de la police. Ces derniers sont positionnés en face donc du pont Moustapha Malick Gueye et même sur celui-ci, un pont donc qui est complètement fermé ce matin à la circulation des véhicules et même des piétons. Certes, le calme est revenu par ici, n'empêche que le danger est toujours imminent avec un risque d'une reprise des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui observent donc présentement face à face au niveau des deux côtés de ce pont. Une situation donc qui paralyse complètement le trafic au niveau de l'île Saint-Louis où les véhicules et les piétons sont obligés de faire de grands détours et même passer par le second pont, notamment le pont Masek Ndiaye pour pouvoir rallier donc la langue de Barbarie. Pour rappel, ces affrontements survenus hier à la suite donc de la manifestation de colère des pêcheurs de la langue de Barbarie. On fait plusieurs blessés chez les manifestants, tout comme chez les forces de l'ordre. Cependant, donc, ces dernières, notamment les forces de l'ordre, ont eu à interpeller 22 individus du côté des manifestants, donc composés des pêcheurs. Également, une série de points de presse donc est prévue par les différentes structures impactées donc par ces affrontements d'hier. C'est le cas donc pour la direction régionale de la Sénélec qui compte tenir un point de presse à 13h, mais également le haut commissaire de l'OMVS, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, est annoncé ici à Saint-Louis. Ahmed Diane Semega viendra donc certainement pour constater de visu les nombreux dégâts causés par les manifestants au niveau donc des locaux du CDA, le centre de documentation et des archives de l'OMVS qui a été incendié hier par les manifestants. Voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport à cette situation aussi à Saint-Louis au lendemain donc des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, une manifestation donc à la suite de la colère des pêcheurs de la langue de Barbarie qui continuent de réclamer les licences de pêche, des licences qu'ils devraient avoir déjà reçues depuis le 1er janvier dernier et jusque-là ils ne les ont pas encore reçues. Voilà donc la situation ici à Saint-Louis, d'où vous a parlé Yves Tendeng pour Sud FM.
Merci à vous Yves Tendeng. Sit-in ce matin des travailleurs du CNRA, entendez par là le Centre national de recherche agronomique de Bambey. Il dénonce la hausse de 300% sur l'électricité. Décision injuste et inéquitable, martèlent ces agents justement qui fustigent l'attitude des autorités qui selon eux refusent de tenir des concertations pouvant aboutir à un prix consensuel, raisonnable et juste. Docteur Issa Pouy du syndicat autonome de recherche agronomique et agroalimentaire est avec Adam Ndiaye. Au mois de décembre 2019, la Direction générale de l'ISRA a pris la décision, suivant la note de service numéro 72-121, d'augmenter le prix du kilowatt de l'électricité de 30,4 francs CFA à 109 francs CFA, soit une hausse de plus de 300%, ce qui est inadmissible. Les agents du CNRA se sont réunis le 9 décembre 2019 et un mémorandum a été adressé au directeur général de l'ISRA pour demander à ce qu'une concertation puisse être organisée entre les autorités et les partenaires sociaux pour s'accorder sur une nouvelle tarification. Les agents considèrent que la direction générale n'est pas dans les dispositions à inviter les agents à une concertation pouvant aboutir à un prix consensuel, raisonnable et juste. Cette attitude, par ailleurs, constitue un manque de respect vis-à-vis des agents. Toutefois, sur demande de la directrice du CNRA, les agents ont accepté de reporter le sitting qu'ils avaient prévu d'organiser le lundi 3 au mercredi 5 février, espérant que d'ici à là, l'autorité se ressaisirait et appellerait à une suspension de la mesure. En attendant bien sûr qu'une concertation puisse se tenir. Malheureusement, je dis bien malheureusement, pendant que cette bonne volonté était en train d'être manifestée par les agents, la réponse du mémorandum est arrivée, mais n'ouvre aucune voie à des négociations sur la question de la tarification. Une réponse laconique adressée à la directrice du centre et non au personnel qui avait écrit à l'autorité. Ce qui constitue une preuve de mépris et de manque de respect vis-à-vis du personnel. Face à une telle situation, les agents se sont vus dans l'obligation de tenir un sitting pour informer l'opinion de ce qu'ils qualifient de décision injuste et inéquitable, source de tension sociale au sein de l'institution. Nous tenons à préciser que ce sitting est le début d'un plan d'action que les agents comptent dérouler jusqu'à ce que la direction générale prenne ses responsabilités et appelle à une concertation sérieuse sur la question de la tarification de l'électricité au CNRA, mais également sur d'autres points de revendication sociale qui concernent aussi bien les agents du CNRA que les autres collègues des différents centres de l'ISRA. La directrice du CNRA de Bambey réagit et estime que la boîte ne peut plus supporter les charges de l'électricité. Nathalie Diagne, interrogée par Adam Ndiaye. L'Institut donc met à la disposition des agents les logements en fonction des disponibilités et surtout aussi en fonction du type d'emploi. Et dans ces logements, l'agent est tenu donc de payer l'électricité et l'eau. Et ça, donc, c'est bien stipulé dans le règlement, c'est l'article 70 du règlement intérieur de l'Institut. Maintenant, comme vous le savez, les charges structurelles de l'Institut sont devenues plus lourdes. Et en plus de ça aussi, le budget de l'Institut, c'est un budget qui a beaucoup diminué. Ce qui fait que l'Institut ne peut plus apporter la contribution qu'elle apportait donc, pour la prise en charge de l'électricité. Parce qu'ici à Bambey, c'était un prix forfaitaire. Et vu que l'électricité a augmenté au niveau national, et comme j'ai dit aussi, vu vraiment le budget que nous avons à l'ISRA maintenant, l'Institut s'est désengagé pour ne plus prendre cette contribution pour les agents de l'ISRA. Ce qui fait que le prix normal, on est revenu à un prix normal que l'agent doit payer. Donc c'est ce qui a fait qu'on est passé de 30 à 109 le kilowatt. Donc c'est l'Institut qui s'est désengagé, c'est parce qu'au fait, les charges, on ne peut plus les supporter financièrement. Et puis, nous allons parler de la situation des étudiants sénégalais établis à Wuhan, en Chine, épicentre de l'épidémie du coronavirus. Les parents exigent le rapatriement immédiat. Ces parents réunis autour d'un collectif ont fait face à la presse. Dominique Kama. Le collectif des parents des étudiants sénégalais bloqués à Wuhan en Chine lance un cri du cœur aux autorités étatiques. Ces étudiants sénégalais, qui sont au nombre de 13, doivent être rapatriés sans délai car le coronavirus gagne du terrain. Yoroba, porte-parole du collectif. Avec près d'un demi-millier de décès en 10 jours, la situation empire chaque jour davantage et le monde entier concerné s'active. Nos enfants, veillants et
résilients, gardant un moral d'acier, sont clairs quant à leurs vœux et souhaits. Ils veulent sans équivoque leur exfiltration immédiate afin que le Sénégal ne rapatrie la dépouille de ses fils victimes de coronavirus. Le collectif est convaincu que le Sénégal a les moyens de rapatrier ses fils comme l'ont fait d'autres pays africains. Il n'y a nul doute que le Sénégal a bel et bien les ressources amicales, les ressources diplomatiques, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources logistiques pour procéder au rapatriement d'urgence de ces enfants. Les parents des 13 étudiants sénégalais ont rencontré les autorités étatiques hier. Malgré l'inquiétude qui les anime, ils gardent quand même espoir. Nous ne doutons point en la capacité de nos autorités de régler ce problème-là. Nous avons foi et confiance aux institutions de la République du Sénégal. Nous avons foi et confiance en notre président de la République, qui à d'autres circonstances a montré qu'il était un dirigeant de haut niveau au niveau international. Ce qu'on lui demande, c'est d'être diligent. Et puis, à la date d'aujourd'hui, aucun Sénégalais résidant en Chine n'est affecté par le coronavirus. Les étudiants de Wuhan sont en confinement au même titre que les 11 millions d'habitants de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Ils ne sont victimes d'aucun traitement discriminatoire et bénéficient d'un suivi médical au quotidien. Des précisions de Moïse Sarr, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, que nous écoutons au micro de Rosalie Ndiaye. C'est vrai, avec cette psycho générale, on avait noté une ruée vers tout ce qui est commerce, tout ce qui est grande surface également, pour s'approvisionner en nourriture et en abondance et garder chez soi. Automatiquement, l'ambassade du Sénégal à Beijing a eu à faire un geste à l'endroit des étudiants en les envoyant 12 000 yuan. C'est l'équivalent d'1 million. Et le président de la République également a pris la décision de les appuyer individuellement à hauteur de $1 000 pour leur permettre de faire face au renchérissement des produits, des denrées de première nécessité. Ça, au moins, je tenais effectivement à le préciser. L'autre précision, c'est que nos étudiants ne font l'objet d'aucun traitement discriminatoire ou dégradant. Bien au contraire, ils font l'objet d'un suivi médical quotidien par les responsables universitaires qui vérifient leur température corporelle et mettent à leur disposition des produits d'hygiène pour leur permettre d'observer au maximum les consignes de propreté. Une petite précision sur la situation épidémiologique du coronavirus. 20 630 cas confirmés dans le monde, 24 pays touchés. En Chine, il y a ce jour 20 471 cas confirmés, dont 3 235 nouveaux et 425 décès. Les services du numéro vert du ministère de la Santé et de l'Action sociale et du SAMU sont activés pour recueillir les bonnes informations. Les précisions du docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, directeur DG de la santé, avec Marie-Rosalie Ndiaye. Aujourd'hui, à la date du 4 février 2020, qu'on a reçu vers les coups de 5h20 du matin, la situation est la suivante. Au niveau mondial, il y a 20 630 cas confirmés, dont 3 241 nouveaux, et 24 pays sont touchés sur le plan mondial. Et en Chine aujourd'hui, qui est l'épicentre aujourd'hui, particulièrement à la ville de Wuhan, il y a 20 471 cas confirmés, dont 3 235 nouveaux et 425 décès, avec 64 nouveaux décès. Hors de la Chine, il y a 159 cas confirmés avec 6 nouveaux, 1 décès et 23 pays touchés. Régulièrement également, ce qui a permis au Dr Ousmane Gueye aujourd'hui, qui est le directeur du service national de l'éducation, de l'information pour la santé, d'activer très tôt les acteurs du numéro vert. Monsieur le ministre, nous avons un numéro vert qui est là, qui est le 800 00 50 50 et l'appel est gratuit. La plupart du temps, nous avions le 15 15 qui est le SAMU national, mais aujourd'hui, dans le dispositif que nous avons, le SAMU est dans le transfert. Donc régulièrement, si vous appelez le 00 50 50, vous pouvez avoir avec les acteurs qui sont là-bas, parce que aussitôt on a eu cette information, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations. Donc, monsieur le ministre, nous tenons aujourd'hui à ne nous référer que des informations qui nous viennent directement de l'Organisation mondiale de la santé, parce que notre pays, le Sénégal, sur le plan diplomatique, est adhéré. Donc, on peut recevoir d'autres informations, mais
On ne les considère que si et seulement si nous avons l'information de l'OMS, président, les équipes d'intervention, le SAMU national, avec le CIS qui a aujourd'hui formé beaucoup d'équipes d'intervention rapide de type épidémie, mais également de type soutien psychosocial. À l'instant, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé. Elle est avec Marie-Rosalie Ndiaye. Parlons de la crise dans le secteur de l'éducation. Le G20 et le G7 en grève ce mercredi au lycée moderne de Rufisque. Le mot d'ordre est largement suivi à 80%, donc malgré les compositions. Au sein Momar Sen Wali, les professeurs poursuivent leurs cours, mais soutiennent d'ailleurs être de tout cœur avec leurs camarades. Les détails avec Denisia Sambou. Professeur de mathématiques au lycée moderne de Rufisque, El Sow est le seul enseignant trouvé à la salle des professeurs. Ici, les enseignants ont bien suivi le mot d'ordre du G7 à 80%. Le mot d'ordre a été bien suivi donc dans l'ensemble parce qu'apparemment il n'y a que 4 professeurs qui sont là en train d'aider donc le censeur pour les surveillances parce qu'on est en train de faire une composition avec les classes de seconde et de première. Donc je peux dire que la grève a été suivie dans le cadre parce que depuis hier on a eu d'énormes problèmes pour bien mener donc notre composition. Pour dire donc en grosso modo, donc la grève a été bien suivie donc dans l'ensemble. Au CM Momar Sen Wali, une bonne partie des professeurs a été obligée de répondre présent du fait de la composition. Madeleine Sarr, professeure de français. Le mot d'ordre n'a pas été très bien suivi, donc une partie des professeurs a suivi, une autre partie n'a pas suivi, parce que tout simplement nous sommes en composition. Donc il y a des collègues qui ont été programmés pour la surveillance, pour ne pas trop perturber, ils sont tenus de venir faire leur surveillance. Et puis aussi les classes d'examen, pour ne pas trop les perturber, on est obligé de faire court parce que si nous suivons le mot d'ordre, donc en fin d'année, nous serons un peu en retard sur le programme, raison pour laquelle donc les classes d'examen fonctionnent normalement. Mais bien sûr, on est de tout cœur parce que les revendications nous concernent au premier chef. Et puis nous également, à part les classes d'examen, on est obligé de suivre pour les autres classes. Du côté des élèves en classe de terminale, l'État et les enseignants se doivent de trouver un terrain d'entente afin de ne pas les sacrifier. Les élèves sont sacrifiés, mais les professeurs aussi sont dans leur droit. Et eux, si l'État ne les accompagne pas en leur donnant aussi ce qu'ils ont en droit, aussi ils vont arrêter. Cela impacte notre déroulement et avec ces grèves-là, on va arriver à arrêter les cours. Cela va impacter jusqu'au dernier mois, les profs vont nous accumuler toutes les leçons pour qu'on finisse le programme. Et cela va être surchargé sur notre cerveau. Tout le temps, chaque année, il y a un certain malentendu entre l'État et les enseignants. Et cela nous cause problème par rapport au déroulement de notre programme. D'ici quelques mois, on nous appelle à faire un examen. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, trouver un stage n'est pas toujours facile ici au Sénégal. Parfois même, les étudiants se sentent donc obligés de tout faire pour décrocher un stage. Une chose dont la sensation que la tâche est longue, pénible et complexe. Ces étudiants rencontrés par notre reporter Josette Biagui Kali déplorent cette situation. Reportage. Après moult demandes, leurs tentatives sont restées vaines. À des reprises même, 2 ou 3 fois. Mais une fois après avoir déposé, il n'y a plus de retour en fait. J'ai essayé mais j'ai pas trouvé. Ça ne fallait plus, j'ai laissé tomber au fait. Les 2 reprises, il y a un seul qui a abouti dans un organe de presse. Pour ces étudiants en journalisme et en ressources humaines, c'est la croix et la bannière pour trouver un stage. Une situation très difficile, voire inquiétante pour eux. C'est difficile pour un apprenant qui veut pratiquer ce qu'il a appris sur le terrain. C'est inquiétant parce qu'aujourd'hui, tu fais 3 ans d'études, parfois 4 ou bien 6 ans avec les masters et tout, de déposer un stage et puis on te prend pas. C'est très difficile de pas pratiquer ce que tu as appris à l'école. Donc c'est très inquiétant pour cette jeunesse sénégalaise. C'est vraiment difficile de ne pas accéder à certaines choses pour travailler comme étudiant. Et pour cet étudiant d'ajouter qu'il est urgent de pratiquer pour affronter petit à petit les réalités du monde professionnel. Il faudra pratiquer parce qu'on ne peut pas rester dans le cadre théorique. Si on se focalise seulement dans le cadre théorique,
théorique, nous n'allons pas expérimenter ce qu'on a appris en classe. De ce fait, on a besoin de ces stages pour mieux expérimenter nos connaissances. Ça nous fait du bien d'avoir un stage comme tous les étudiants. Selon Ibrahima Thiam, juriste d'affaires et professeur de droit, il faut une bonne organisation au sein des instituts, mais surtout rehausser le niveau de langue des apprenants pour faciliter leur insertion. Il faut que les instituts, les universités s'organisent autour de cela. Mais les entreprises aussi, on ne peut pas les obliger à prendre des stagiaires qui ne font que venir faire du thé, préparer les gens, faire tel ou tel ou tel. Aujourd'hui, la maîtrise du français pose un problème. C'est dû à quoi? À la mauvaise utilisation de la langue au niveau de l'enseignement. Nombreux sont les étudiants ou même les diplômés qui attendent toujours de trouver un stage dans les différents secteurs professionnels, un stage qui sert de relais pour l'intégration en milieu professionnel. En Guinée, après avoir décidé de reporter les législatives au 1er mars, la présidence a annoncé mardi que le scrutin serait couplé à un référendum constitutionnel. La Commission électorale nationale indépendante doit maintenant prendre toutes les dispositions matérielles et réglementaires pour l'organisation cumulée des élections législatives et la consultation référendaire sur le texte d'une nouvelle constitution pour le pays. Un nouveau texte justement qui provoque une forte défiance. Depuis la mi-octobre, le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, une coalition de la société civile et des partis politiques de l'opposition organise des manifestations contre cette profonde modification de la Constitution guinéenne de 2010. Une modification qui, selon les opposants d'Alpha Condé, vise à permettre à ce dernier de se maintenir au pouvoir au terme de ses 2 mandats constitutionnels fin 2020. Au Burkina Faso, en visite dans les camps de déplacés internes, le patron du commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, se dit choqué par la situation des populations. Il en appelle à une aide humanitaire. La recrudescence, je vous le rappelle, des attaques de groupes armés a aggravé le phénomène du déplacement des populations. Parlons sport. Et c'est avec vous, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Babacar, l'actualité sportive que nous ouvrons par le football avec le président de Ajaccio, Saïd Chaban, qui est en garde à vue depuis ce mercredi matin. Le dirigeant est visé par une plainte pour agression sexuelle aggravée, harcèlement sexuel, selon RMC Odile Minkilan. Saïd Chaban, président du club d'Angers, est placé en garde à vue ce mercredi matin. Âgé de 55 ans, le patron d'Angers est accusé d'agression sexuelle selon RMC Sport. Une salariée du club a déposé une plainte contre Saïd Chaban le 7 janvier dernier, dénonçant des faits remontant à la fin de l'année 2019. La plaignante ne décrit pas seulement une drague lourde, mais aussi des attouchements dans l'environnement de travail. 2 autres victimes présumées ont été identifiées par les enquêteurs. Dans un communiqué de la direction du club rendu public ce matin, il est dit, je cite, Saïd Chaban conteste formellement toutes les allégations portées contre lui et apportera à la justice tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur. Il est confiant quant à l'issue de cette enquête. Fin de citation. Nous parlons toujours de football en France avec la 23e journée qui sera bouclée aujourd'hui. On suivra Toulouse, Strasbourg, Reims, Nice, Nîmes, Dijon, Montpellier, Metz, Lyon, Amiens, Brest, Bordeaux et Saint-Etienne contre Olympique de Marseille. Pétanque, la 4e édition des 112 heures de Sali prévue les 7, 8 et 9 février prochains. 126 triplettes, soit 300 participants venus de 24 pays d'Afrique et du monde. L'objectif est de la promotion de la discipline. Selon l'initiateur du tournoi, il s'appelle François Farandia. Il est avec Moustapha Sall. Pour avoir une centaine, 120 triplettes, pour avoir une centaine, 120 triplettes, ça peut être équivalent de 300 et quelques joueurs, 400. On a tous les pays d'Afrique qui se présentent à toute l'année. Tous les pays d'Afrique qui sont là, le Gabon, Congo, voisin, Guinée, Mali, Togo, le Burkina, Madagascar, le Maroc, Tunisie. Je dis pourquoi j'ai choisi de faire le 72 heures de Sali, qui se passe sur la Petite Côte. Est-ce qu'on peut dire que j'ai dit je vais essayer de faire sur la Petite Côte, comme je suis percé ici, j'ai fait des trucs pour accueillir un peu, puis c'est une ville touristique qui peut accueillir pas mal de tourisme, et puis on est à la 4e édition, c'est pas mal. Bon. Les dates se déroulent du 7 au 9 février, là, ce week-end. Le vainqueur du
tournoi, il y a 2 millions de francs CFA, équivalent de 3 000 euros. Et le perdant finaliste, il avait 1 million 1 500 euros. Les demi-finalistes, ils ont 750 000 CFA. Effectivement, on a besoin de boulodrome pour s'entraîner, pour se préparer, pour nous faire créer des champions. Est-ce qu'il y a des jeunes talentueux qui sont là, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de coups de main? Et puis nous parlons de karaté avec les champions d'Afrique. Les Lions au Maroc depuis hier poursuivent leur préparation organisée par la Fédération marocaine. Ces champions d'Afrique permettent de gagner des points pour les Jeux Olympiques. Les enjeux de ces champions d'Afrique avec le responsable de la communication de la Fédération de karaté, Yatmalo. Vous savez, les enjeux, c'est véritablement chercher beaucoup de points pour aller à Tokyo ou alors aller chercher la qualification à Paris au mois de mai prochain. Parce que, vous savez, ce sera un rendez-vous très important pour tous les pays africains qui vont faire des déplacements, surtout ceux du Maghreb, parce que déjà, il faut le reconnaître, l'Égypte occupe la place de leader au niveau africain. Et aujourd'hui, les Sénégalais, après avoir fait ce qu'on appelle une compétition véritablement gagnante à Bamako, se sont déplacés à Tanger pour véritablement chercher des titres. On a raté 8 titres africains lors des championnats du Rwanda. Aujourd'hui, il va falloir rectifier les tirs et en tout cas revenir au plus haut niveau, surtout au niveau africain. Et cet enjeu-là est important pour le Sénégal, d'autant plus qu'ils ont fini de se préparer en France et au Sénégal. Et puis le Sénégal qui a déplacé 25 combattants des championnats d'Afrique sont prévus les 7 et 9 février au Maroc. Plus de 30 pays ont confirmé leur participation, Babagar. Merci à vous, El Hadj Malick Ndiaye, l'invité de la rédaction. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Moïse Sarr, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, qui revient sur la situation des Sénégalais établis en Chine. À la date d'aujourd'hui, aucun Sénégalais résidant en Chine n'est affecté par le coronavirus. Les étudiants de Wuhan sont en confinement au même titre que les 11 millions d'habitants de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Ils ne sont victimes d'aucun traitement discriminatoire et bénéficient d'un suivi médical au quotidien. Les précisions donc de Moïse Sarr avec Marie-Rosaline Ndiaye. Aucun Sénégalais, qu'il soit de Wuhan ou de la Chine, et même des autres pays où cette présence du virus a été signalée, n'est contaminé. Le deuxième élément important en ce qui concerne la Chine, c'est que notre ambassade est en contact permanent avec le responsable des étudiants sénégalais en Chine. Et au niveau de Wuhan, il y a effectivement un responsable qui au début était en relation permanente aussi avec l'ambassade, mais depuis un certain temps, des instructions ont été données pour que l'ambassade puisse discuter directement avec les 13 étudiants qui vivent effectivement cette situation de stress et de psychose. Et mieux, nous avons eu aussi à instruire Paris. Quand je parle de Paris, c'est le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, qui gère l'ensemble des étudiants à travers le monde. Et jusqu'à une date récente, c'est moi-même qui étais à la tête de ce service. Ce service aussi est activé et discute, échange directement avec nos étudiants. C'est vrai, l'autre clarification, le confinement ne concerne pas uniquement les Sénégalais, encore moins les étrangers, mais pour le cas de Wuhan, c'est toute une ville qui est mise aujourd'hui en quarantaine. Une ville de 11 millions d'habitants, 11 millions d'habitants, et des étudiants sénégalais et étrangers qui ne sont pas non plus dans une seule université, parce qu'il y a plusieurs universités, donc ils ne sont pas confinés non plus dans un appartement ou dans un immeuble, etc. C'est la raison pour laquelle, dès le début de l'épidémie, c'est vrai, avec cette psycho générale,
on avait noté une ruée vers tout ce qui est commerce, tout ce qui est grande surface également, pour s'approvisionner en nourriture et en abondance et garder chez soi. Automatiquement, l'ambassade du Sénégal à Beijing a eu à faire un geste à l'endroit des étudiants en les envoyant 12 000 yuan. C'est l'équivalent d'1 million. Et le président de la République également a pris la décision de les appuyer individuellement à hauteur de $1 000 pour leur permettre de faire face au renchérissement des produits, des denrées de première nécessité. Ça, au moins, je tenais effectivement à le préciser. L'autre précision, c'est que nos étudiants ne font l'objet d'aucun traitement discriminatoire ou dégradant. Bien au contraire, ils font l'objet d'un suivi médical quotidien par les responsables universitaires qui vérifient leur température corporelle et mettent à leur disposition des produits d'hygiène pour leur permettre d'observer au maximum les consignes de propreté. Ça aussi, nous recevons, je dirais, quotidiennement des rapports circonstanciés de notre ambassade à Beijing. Toutefois, il convient de signaler que certains font preuve de sérénité, d'autres, en revanche, montrent des signes de névrosité qui s'expliquent notamment par l'isolement et le stress. Et je pense que Madame la directrice générale l'a rappelé tout à l'heure, depuis hier, nous avons transmis les contacts de ces étudiants de manière à ce que, au-delà de ce que l'ambassade et le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger fait directement, et moi-même, parce que aussi j'ai eu à échanger avec 4 étudiants qui sont à Wuhan, je pense que la cellule psychologique du ministère de la Santé pourrait entrer en contact directement avec eux, même si c'est à distance, pour leur apporter un soutien psychologique, un soutien moral. Les parents aussi qui sont au Sénégal, nous avons tout fait pour entrer en contact avec eux, et hier soir, j'ai tenu à les rencontrer, je dirais de 21h jusqu'à peut-être minuit et demi, 1h du matin, pour échanger de manière transparente avec eux, leur dire tout ce qui a été fait jusqu'ici et les instructions que nous avons reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République pour suivre et de suivre de très près cette situation. Le gouvernement travaille en permanence avec les autorités chinoises pour voir et de manière convenable comment, une fois de plus, assister, accompagner et soutenir ses compatriotes.